Bienvenue dans ce nouvel épisode du Laboratoire. Je suis Daniel Murray-Thomas, journaliste télé devenu coach en prise de parole en public et média-trainer. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Olga Siesko, experte en langage corporel et conférencière professionnelle. Je lui ai demandé à elle, qui depuis 2012 vit de ce métier, quelles sont les difficultés qu'elle a pu rencontrer au départ et également les points auxquels penser avant de se lancer dans ce qui permettra à peut-être plusieurs d'entre vous de partager ou bien une expertise professionnelle ou une magnifique expérience de vie. Bonjour Olga. Oui, bonjour. Pour la petite histoire, puisque je vais te tutoyer, nous nous connaissons depuis un certain temps. J'ai même eu le privilège de te voir arriver un jour dans l'atelier que j'avais à Agnières-sur-Seine, avant, je crois peut-être, ta première conférence. Oui, on se connaît depuis très longtemps, effectivement. Je crois même qu'on a collaboré tous les deux pour un client que j'avais qui souhaitait avoir un média training. Aussi, absolument. Exactement. Alors, je disais en ouverture que beaucoup de personnes peuvent rêver de partager une expérience professionnelle ou un parcours de vie et de devenir conférencier à temps plein ou en temps partiel. Mais bon, les conférences, moi j'ai une image par exemple, Jacqueline Maillan qui est assise avec un pot de fleurs, une table et puis un genre de tenture verte. C'est ça une conférence aujourd'hui? Non, non, une conférence, en tout cas dans le métier que moi j'exerce, nous sommes un certain nombre de conférenciers en entreprise. On se prénomme des conférenciers professionnels parce que c'est notre principale source de revenus. Et on intervient en entreprise lors de séminaires, de congrès. On intervient pour des fédérations professionnelles lors de leur assemblée générale. Et souvent, lors de ces manifestations, les entreprises ou les fédérations souhaitent avoir, avant le cocktail, une intervention d'un conférencier. Et donc, souvent, j'aime parler de ce cocktail parce que souvent, on intervient vraiment avant ce moment-là pour clôturer l'événement. Parfois, c'est pour l'ouverture aussi, mais on est vraiment dans l'univers de l'événementiel. C'est l'univers de l'événementiel. Nous sommes donc dans une situation où quelque part, à la fois ça récompense des équipes et puis en même Oui. temps ça vient marquer un moment fort d'un rassemblement professionnel. Ça veut dire que tous les thèmes ne vont pas forcément être attractifs. C'est vrai. En fait, tu parles de récompense. Moi, souvent, l'idée qui me vient, c'est souvent pour fédérer ou pour marquer le coup. Là, je vais intervenir la semaine prochaine. Je sais que c'est un séminaire de rentrée, mais l'idée pour celui qui organise le séminaire, qui est le directeur de la région Île-de-France, c'est surtout oui, d'organiser un moment où les équipes vont être contentes de se réunir. Voilà. Et quand c'est pas des équipes qui finalement sont obligées de venir parce qu'elles sont convoquées hein, dans le cadre de leur travail et que c'est une fédération qui convie ses adhérents, c'est une manière avoir le bon conférencier et le bon thème et celui qui va réussir à faire en sorte que ce soit réussi, c'est aussi une promesse que l'année prochaine ils vont retourner quoi et qui vont réadhérer, ou ils invitent des futurs adhérents et ils ont envie d'adhérer parce que l'ambiance est bonne. Et malgré ça, enfin, je veux dire, c'est important parce que ça crée du lien. Donc il y a une responsabilité quelque part aussi de celle ou de celui qui va intervenir, que le succès soit au rendez-vous. Il faut donc Oui. connaître les logiques d'entreprise, la culture, les impératifs. C'est peut-être le bon moment pour découvrir ton parcours. Toi-même, tu as enseigné, je crois, le marketing avant de te spécialiser dans le domaine que tu vas nous révéler. Oui. On va dire que moi, me suis vraiment formée sur le terrain. J'ai énormément bossé, mais pour la faire courte quand même, j'ai été salariée pendant 15 ans à peu près. J'enseignais le marketing à des élèves qui étaient en alternance, en BTS. Voilà, j'ai aimé ce travail
Et puis, j'ai rencontré la communication non verbale qui a été un coup de foudre pour moi. J'ai décidé de me former. Cette formation a mis 3 ans. Donc, c'est vrai que c'est une grosse décision parce que quand tu es salarié, que tu as un salaire, que tu as des enfants, etc., prendre la décision de t'investir sur une formation qui finalement va durer 3 ans à raison de un week-end par mois pendant 3 ans, bah, c'est quand même de l'investissement en temps, en énergie et en argent aussi. Voilà. Mais s'il n'y avait pas de questions à se poser, c'était inévitable pour moi. J'adorais ça. Je devais le faire. Je me suis formée, j'ai eu l'impression à l'époque que en me mettant à mon compte, tout le monde allait m'attendre et que j'allais trouver du travail en tant que formatrice auprès des entreprises. Bien évidemment, j'ai découvert la dure réalité qu'on a tous quand on se met à notre compte, c'est que finalement personne ne nous attend et que on n'est personne quoi. Avant de devenir quelqu'un, on n'est pas grand-chose. Alors voilà. Mais moi, j'étais pleine d'espoir, donc j'ai mis à peu près 5 ans à frapper à toutes les portes, à comprendre qu'il fallait que je sois sur les réseaux, aussi que j'ai un site internet, et puis que j'ai une plaquette. Enfin, tout ça s'est construit petit à petit. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir euh, des rencontres de professionnels, des opportunités, et de fil en aiguille, je suis intervenue dans des réseaux d'entrepreneurs comme le CJD, comme l'APM, qui sont des réseaux français d'entrepreneurs qui font intervenir des experts dans leur domaine. Et là, j'intervenais en mode formation, demi-journée, une journée. Ce n'est pas moi qui décidais, hein, mais au moins j'étais rémunérée et je rencontrais des gens. Et au fur et à mesure de ces animations, des chefs d'entreprise m'ont demandé de faire des conférences. Mais il faut comprendre que ces animations, j'en ai faites pendant 5 ans non-stop, tous les mois, plusieurs fois par mois. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé, je me suis énormément déplacée. Et à un moment donné, j'ai eu une demande de conférence. Et la conférence, c'est vraiment autre chose qu'une animation. C'est 1 heure où tu es à fond sur scène, où tu as packagé finalement ton savoir sur 1 heure. Et il ne s'agit pas de parler très vite pour que tout tienne en 1 heure. Il s'agit d'imaginer quelque chose, une intervention qui va avoir un début, un milieu, une fin. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ce côté show-off. J'ai aimé cette sensation que j'étais un peu comme une reine. J'avais l'impression, j'ai pas honte de dire parce que je pense que ça le fait à tous les conférenciers, on aime être aimé, être applaudi, être le centre d'intérêt et le conférencier qui te dit le contraire, il te ment. Je voudrais rebondir, Olga, sur ce mot scène. Tu l'as prononcé plusieurs fois. Et il s'agit effectivement d'une expérience de la scène Oui, d'entreprise, mais de la scène. Donc oui, ça relève de l'ordre du show. Tu disais que oui. ce n'est pas une intervention, une animation de formation classique. Toi, il y a de la musique, tu fais bouger les gens, les faire se lever. Ça demande également une préparation. Il n'y a pas que du fond. La forme compte. C'est de Oui. l'ordre du spectacle, l'écriture. Alors, chaque conférencier a son style. Voilà, il y a des conférenciers qui font ni chanter ni danser les gens. Et il y a des conférenciers qui font tout. Et il y en a qui le font à merveille et d'autres qui le font moins bien. Hein. Mais il y a vraiment des conférenciers merveilleux qui ne font pas bouger les gens et rien qu'en les écoutant, c'est tellement bien écrit qu'ils t'emmènent dans leur univers et c'est fort intéressant. Il se trouve que moi, j'ai trouvé une manière d'expliquer le langage corporel euh, qui me plaît déjà. C'est pour ça aussi que souvent on me dit que mon enthousiasme, même si je fais ça depuis des années, à chaque fois j'ai l'impression que c'est la première fois parce que c'est la première fois que je parle à ces gens qui sont devant moi. Eux, c'est la première fois qu'ils me voient. Moi, si ça fait 100 fois que je répète à peu près les mêmes choses, parce que je ne vais pas réinventer la roue. J'ai l'honnêteté avec mes clients de dire, OK, je fais quelque chose à peu près sur mesure pour vous, mais en vrai, je ne vais pas inventer
comment on peut décoder un croisement de jambes. C'est toujours la même chose. Donc, moi, je répète ça depuis des années, mais les gens qui sont en face de moi, ils découvrent pour la première fois. Alors, quand je suis sur scène, pour moi, c'est comme une première fois. Et j'aime, c'est vrai, je suis plus à l'aise en jouant ce côté euh, ami, sympathique. J'aime ce côté, je n'aime pas être dans le rôle de l'expert qui se prend trop au sérieux. Et j'aime être sérieuse tout en étant proche. Donc, je le fais à ma manière. Et c'est vrai que selon le temps qui m'est imparti, je trouve le moyen parfois, soit de faire chanter les gens. Évidemment, j'explique le pourquoi. Parce que dans le langage corporel, il y a la manière dont tu peux aussi communiquer avec ton corps, la manière dont tu peux faire en sorte que ton corps devienne aussi un allié pour ton estime, ton énergie, etc. Et donc, quand j'ai la possibilité de le faire avec l'autorisation de mes clients lorsque je fais un rendez-vous au préalable, eh bien, je, je fais des animations qui, je sais, vont être appréciées par les gens. Parce que lorsque tu as une salle de 300 personnes, admettons, qui se mettent debout, qui ne savent pas qu'ils vont chanter, et que tout d'un coup, tu leur mets une musique qu'ils connaissent avec un texte pour qu'ils puissent lire un peu en mode karaoké, et que toute la salle commence à chantonner une chanson que tout le monde connaît, bah, ça donne des moments, des beaux moments qui fédèrent les gens, tu vois. Et que penser de ces conférences qu'on peut voir à foison sur YouTube, les conférences TEDx? Eh bien, écoute, il se trouve que j'ai vu beaucoup de conférences TEDx ces jours-ci et que moi, j'apprécie ce format de 17 minutes. Il faut savoir que les conférences TEDx, la plupart du temps, sont données par des non-conférenciers professionnels, que c'est ça aussi la marque de fabrique de TEDx, c'est que c'est des chercheurs, des professionnels, des passionnés, des sportifs, voilà. Mais ce ne sont pas des personnes qui gagnent leur vie en donnant des conférences. Par contre, parfois, il peut y avoir des TEDx tellement vus. Il y a une TEDx américaine, c'est la plus vue au monde. Bah, c'est sûr que maintenant, elle fait que des conférences, la fille, tu vois. Mais voilà. Donc, que penser? Bah, je pense qu'il y a des très bonnes conférences TEDx et que c'est un bon moyen aussi de se rendre compte de ce qu'il faut, de ce qui est sympa et de ce qui l'est moins. Je crois que des fois, il faut les regarder avec un regard un peu de benchmarking. Tiens, là, il a démarré comme ça, j'ai bien aimé. Ah, tiens, là, ça fait sourire les gens. Oh, tiens, là, il y a un exemple. Oh, là, il m'a perdu. Là, il a l'air sympa. Là, pas l'air sympa. Moi, j'aime bien avoir ce recul. Pour en revenir aux conférenciers professionnels, se faire payer, ça se passe comment, notamment au début? Est-ce que tu peux témoigner de ton cas, Olga? Alors, moi, donc, je donnais des formations. Mon intervention, c'était la formation et je savais que les conférenciers étaient mieux payés. Donc, au vu de ce que je facturais la journée, eh bien, j'ai décidé que j'allais facturer, par exemple, 2 000 € la conférence. Sachez quand même sache quand même, Daniel, que je te donne des chiffres approximatifs parce que ça fait quand même pas mal d'années et je m'en souviens plus. Mais je vais te raconter des anecdotes bien réelles que j'ai en tête qui m'ont poussé à augmenter mes tarifs à plusieurs reprises. La première fois que j'ai augmenté mes tarifs, c'est un client qui m'a contacté en me disant, voilà, on a un problème. Je me souviens avoir eu peur et il m'a dit, on paye les autres intervenants tant. Peut-être que c'était 500 € de plus. Et je ne trouve pas ça juste, alors qu'on est très satisfait de ton travail, de te payer moins. Et là, j'étais super contente. Je me souviens très bien de ce moment. J'étais hyper reconnaissante. Et voilà, j'ai facturé 2005, admettons. Et puis, il y a eu une intervention que j'avais donc facturée 2 500 €, qui était une conférence. Et je, bon, peu importe qui c'était. Et ce client, après mon intervention, donc de toute façon, j'avais fait mon devis, j'avais fait une demande à compte, etc. Ce client me dit, tu sais, Olga, quand tu m'as annoncé ton prix, je me suis dit,
soit elle n'a pas de travail, soit c'est une perle et elle ne le sait pas encore. Était une perle. C'est véridique. Je me souviens de qui c'était et j'ai été, euh, je me suis sentie très bête. Ça m'a permis d'augmenter mon tarif, mais sur le moment, je me suis sentie comme une nouille. Je me suis dit, mais Olga, tu factures pas assez et c'est ton client qui te dit, c'est mauvais pour ton image. Enfin, j'étais vexée et puis je me suis dit, j'aurais pu gagner plus d'argent. Je m'en voulais, mais j'ai facturé plus. Alors, admettons que j'augmente à 3005. Tu vois, je te dis ça, j'avoue que c'est très approximatif. Donc, j'augmente un peu à ce moment-là. Vient un autre moment décisif, vraiment décisif, dans ma vie de conférencière. Je suis sous-traitée un jour par une boîte d'événementiel qui me sous-traite pour une tournée pour EDF. Et là, j'ai 8 conférences en 2 mois. Donc, je me déplace énormément, etc. Et lors d'un de mes déplacements, je suis appelée par la fille qui organise la tournée, qui me dit, Olga, notre cliente va te contacter parce qu'elle souhaite te faire intervenir plus tard dans d'autres événements. Il n'y a aucun souci, mais tu ne dois pas donner ton tarif. Ah, oui, parce que nous, on t'a facturé, on t'a vendu 6 000 euros. Donc, en fait, je fais le calcul. Admettons, tu vois, que j'avais demandé 3 000. Ah oui, parce que j'avais baissé mon prix, parce qu'en plus, il y en avait 8. Donc, je me souviens que c'était peut-être 2005. Voilà. Et elle m'avait vendu 6. Et je me souviens très, très bien, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je me dis, waouh! D'un côté, j'avais envie de sauter au plafond de joie parce que je me disais, je vaux. Et on a payé 6 000 balles ma prestation fois 8. Et d'un autre côté, je dis, mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et là, je me suis dit, OK, j'augmente. Sauf que je n'ai pas su augmenter à 6 000. Je n'ai pas su augmenter à 6 000 parce que le 6 000, dans ma tête, c'était trop. Et c'est là que j'ai compris aussi qu'un prix, et d'ailleurs dans la masterclass, j'en parle beaucoup du prix parce que bah, je crois qu'un débutant, il ne peut pas facturer autant que moi. Sinon, je ne vois pas quelle est ma valeur ajoutée voilà. Mais tu vois, euh, un prix, tu dois pouvoir être bien dans tes baskets quand tu l'annonces. Tu dois sentir que c'est vraiment ton prix. Et c'est celui pour lequel tu es vraiment heureux de travailler et que tu te sens bien et que tu es légitime. Tu viens de citer, Olga, la masterclass que tu as créée. Nous venons de t'entendre dans tes galères, notamment pour avoir le prix juste. C'est ton parcours qui t'a donné l'idée de proposer une formation à celles et ceux qui, à leur tour, voudraient également devenir des conférenciers professionnels? En recevant beaucoup d'appels de personnes qui me demandaient mon aide, mon avis, et en passant parfois plusieurs heures cumulées de conseils, je me suis dit, attends, je vais faire une masterclass, je vais répondre à toutes ces questions. Vraiment, je vais donner tout ce qui me semble indispensable et je vais tout donner. Et c'est ce que j'ai fait dans cet enregistrement. C'est un replay. La masterclass, c'est un replay. Maintenant, je le vends en replay. Donc, je vends, si tu veux, ces informations qui sont comment faire. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des personnes qui sont venues à moi, qui ont un thème sur l'addiction, par exemple, comment se sortir d'une addiction, et, et ils ne savent pas comment vendre, mais ils ne se sont pas posé la question pourquoi le CIC, tu vois, qui est mon client de la semaine prochaine, donc concrètement, voilà, pourquoi le directeur commercial du CIC me proposerait de venir si je fais un thème sur l'addiction. Il faut quand même réfléchir à comment rendre intéressant ma conférence pour une entreprise. Pourquoi une fédération du bâtiment te demanderait d'intervenir? Il faut quand même que tu trouves l'angle. Et ça, parfois, ils n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas.
ils ont des titres, des thèmes, des façons de présenter leur thème. Et j'en vois plein, plein, plein. Et rien que ça va pas. Et ensuite, c'est leur posture, la manière de se présenter sur les réseaux. Tu vois, quand tu as un conférencier débutant qui dit «Oh, je suis content, c'est ma première scène, j'avais peur, et puis finalement, ça s'est bien passé», mais tu te grilles déjà, tu vois. Il y a plein de choses. Et comment prospecter? Euh, Tu vois, moi, j'ai la chance de pas vraiment prospecter, mais j'ai compris que le tissu français euh, d'entreprise était très dense et qu'il y a beaucoup de fédérations, d'associations qui sont forcément dans ta région et que tu peux proposer tes services pour peut-être 500 euros au lieu des fameux 5000 euros qui sont les la fameuse rémunération des conférenciers professionnels moyens mais reconnus. Et, et en fait, au moins, tu t'exerces, tu es quand même payé, tu peux cumuler des avis, des expériences, tu te fais connaître, tu as des photos de toi. Enfin, tu vois, il faut bâtir petit à petit ton image. Voilà, ça se consolide. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais tu peux aussi prospecter dans ce tissu. Et souvent, le problème des débutants, c'est qu'ils vont appeler EDF, par exemple. Bah, t'appelles qui dans EDF? C'est tentaculaire. Et puis EDF s'en fout de toi, quoi. Tu vois? Donc, il y a des petites portes. Et c'est ces clés que je donne. Là, Olga, nous parlons de toute personne qui pourrait nous entendre, qui a un cœur de métier, une spécialité ou un parcours de vie susceptible d'inspirer des collaborateurs lors Mm. d'un rendez-vous annuel d'entreprise, mais qui n'a Oui, pas un nom. Je pense qu'un Léon Marchand, un grand athlète qui a eu une belle exposition avec les JO, mm, même s'il n'est pas forcément un conférencier mm, doué, mm. aura... Ça, c'est pas pareil. Voilà. Alors, oui, ces gens-là, c'est ce que moi j'appelle les têtes d'affiche. Donc, en fait, souvent, alors je dis bien souvent, je ne dis pas tout le temps, et je ne vise personne, mais par expérience, euh, bon nombre de fois, je suis intervenue après des sportifs de haut niveau qui ne sont pas effectivement conférenciers. Et donc, les conférences étaient loupées, ratées, décevantes. Mais ça a attiré beaucoup de monde. Et les gens sont très curieux de découvrir tel ou tel sportif. Je ne vise pas tous les sportifs. C'est arrivé, voilà, ce ne sont pas leurs métiers. Mais ces gens-là sont plutôt payés bah, selon leurs tarifs. Mais on va dire qu'en moyenne, je pense que c'est plutôt dans les 10 000. C'est le prix que j'ai entendu de certains clients qui peuvent être éventuellement académiciens, qui peuvent être cinéastes, en fait, qui ont une exposition médiatique. Oui, c'est les têtes d'affiche. Tu les formerais, ces personnes également, puisque toi, tu as une proposition. Nous avons entendu qu'il y avait par exemple une masterclass enregistrée qui est en vidéo, qui est disponible, mais tu fais aussi des accompagnements individuels. Oui, mais alors, du coup, tu vois, il se trouve que des personnes qui ont acheté ma masterclass et qui l'ont regardée, qui m'ont remercié, m'ont demandé si je pouvais qu'on les accompagne. C'est-à-dire s'ils pouvaient m'appeler régulièrement, s'ils pouvaient... Ils avaient comme besoin d'être un peu encadrés et d'être sûrs d'avancer petit à petit parce qu'ils avaient conscience que peut-être seuls, ils n'auraient pas... euh, la, ils n'auraient pas la persévérance. Et puis aussi, il y a plein de petits détails qui, au fur et à mesure des postes, des propositions, tu vois, par exemple, là, j'ai une conférencière que j'ai prise sous mon aile et enfin, qui est finalement ma cliente, quoi, euh, qui m'a dit, oh, j'ai accepté telle chose, sans me le dire. Bon, après, je suis pas sa mère, tu vois, mais elle me dit, oh, j'ai accepté cette proposition, je vais intervenir au salon bidule, je suis contente, etc. Je dis, ok, écoute, la prochaine fois, on en parle. Parce que quand tu interviens dans un salon comme celui-ci, tout le monde sait que tu n'es pas rémunéré. Et après, si tu es sollicité et qu'on sait que tu es passé dans ce salon, c'est quand même difficile de facturer quand on sait qu'on peut t'avoir gratos.
Tu vois, il y a un juste milieu à trouver entre te faire connaître et t'exposer, quitte à faire les choses gratuitement, je ne suis pas contre, mais aussi, il ne faut pas que ça te porte préjudice. Si tu me demandais si je pouvais accompagner des sportifs de haut niveau, hein, c'est ça, enfin, Ou toute non. personnalité, oui, qui... En fait, moi, mon accompagnement, c'est pour bâtir une carrière de conférencier. C'est pas pour prendre la parole en public. Oui, Moi, je bien fais pas compris. ton job, tu vois. C'est Hmm. pas travailler la parole, c'est pas la rhétorique, c'est pas être à l'aise sur scène. Ça, c'est la carrière, c'est C'est vraiment, l'image. exactement, Hmm. exactement. C'est plutôt apprendre à avoir cette posture et mettre toutes ses chances de son côté pour, à un moment donné, percer. C'est-à-dire qu'en fait, je garantis pas non plus la réussite, tu vois, parce que, voilà, je peux pas le faire. Il faut que je sois honnête. Mais je veux guider les gens pour qu'ils aient la bonne posture et pour que déjà, ils ne soient pas grillés avant même de commencer. En quelque sorte, même si ce n'est pas ton métier, tu as une approche de tes clients et clientes qui est presque celle d'un agent. C'est-à-dire que tu veilles à leur image. Nous avons vu avec cette cliente qui a accepté d'intervenir sur un salon où elle ne sera pas payée que parfois une carrière, ça se construit en sachant dire non. Euh, Ouais. tu as cette vision finalement qui est celle des motards, de voir loin, de voir large, pour justement construire la réputation. Oui, j'ai une anecdote aussi en tête d'un autre conférencier que je suis, que j'ai relevé le fait que il fait des photos. Il est doué en photo et donc par gentillesse, il est donc à cette association de conférenciers professionnels et cette association crée des événements réguliers. Et par gentillesse, il a proposé de faire des photos. Donc, il a fait de très belles photos de gens qui étaient sur scène. Et ces gens l'ont cité comme un photographe. Et là, je suis très en colère parce que je me dis que ces conférenciers savent pertinemment que cet homme est un jeune conférencier débutant, qu'il souhaite percer dans le milieu de la conférence, que eux sont déjà dedans, parce que sinon ils n'auraient pas adhéré à cette association, et ils font quand même exprès de le taguer comme un photographe et non pas comme un conférencier sur le thème de la négociation vertueuse. Alors, je, je lui ai dit, pour qu'il demande à ces gens-là de corriger leur poste et qu'ils modifient, tu vois, il y a des choses, ça a l'air de rien, mais c'est des petites choses. Je ne sais pas si on peut assimiler ça à un agent, mais c'est plus comme leur apprendre. Tu vois, moi, je pense qu'après, mon accompagnement, moi, j'ai imaginé qu'il pouvait durer 3 mois, 6 mois, un an. Et l'idée, c'est une fois que tu as compris, tu n'as plus besoin de moi. Moi, mon idée, c'est pas de facturer tous les ans la même personne, tu vois. Oui, là tu es une coach, puisque l'objectif, c'est de les rendre autonomes. Ah oui, vraiment. J'ai une autre question, Olga, concernant les conférences. Y a-t-il des tenues particulières, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, qu'il faut adopter, qui sont dans les Mm. codes ou pas? Mm. Pas à mon sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller n'importe comment, ça c'est certain. Il y a des tenues qui sont pas, tu vois, ce que moi je préconise, c'est que sur scène, tu vas avoir ta tenue de scène, entre guillemets. Personnellement, moi, c'est ce que je trouve chouette. Parce qu'en fait, il y a des femmes ou des hommes. Je crois que je m'emmêle les pinceaux en te répondant, c'est pas très clair parce que je te dis non et je te dis oui à la fois. En fait, je crois que la tenue sur scène, il faut qu'on devine de manière implicite que c'est une tenue de scène et que c'est pas la tenue avec laquelle tu vas acheter ton pain quand sors de chez toi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, tu peux être en basket, mais ces baskets, il faut que ce soit des baskets qui te servent que pour la scène, tu vois. Et il faut aussi que ça ait eu du sens avec ton message.
Il faut que ça ait du sens. Et je pense aussi qu'il faut avoir l'humilité, d'avoir du recul, de demander conseil et de voir si cette tenue favorise ta crédibilité. Parce que tu as beau te sentir bien dans tel vêtement ou croire que tu es belle ou beau dans ce vêtement, il y a des vêtements qui vont pas te crédibiliser. Nous arrivons au terme de notre entretien et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont perçu qu'on ne s'improvise pas conférencier Exact. et qu'il y a différents éléments à prendre en compte, bien au-delà simplement du contenu. Il faut en avoir un, sinon ce n'est pas jouable. Il faut avoir quelque chose à dire. Il faut bien sûr avoir appris à dire les choses. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Ainsi, tu as cité des clients, comme le CIC, c'est une banque, mais tu as aussi cité des associations. Oui. Alors, derrière l'initiale, par exemple, CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants, Oui, le CJD, c'est centre de, je sais pas si c'est centre, c'est club de jeunes ou le dirigeants, je Club crois des que jeunes c'est. dirigeants. Mm. Après, l'APM, c'est l'association Progrès. Pour le progrès du management, OK. en fait, oui, ce sont des associations qui regroupent des chefs d'entreprise ou des commerciaux. Il y a les DCF aussi, dirigeants commerciaux de France. Donc, Et oui, il y a une multitude, que ce soit au plan national ou régional, de possibilités. Encore faut-il savoir les démarcher, nous l'avons entendu. Tu as cité par exemple LinkedIn, qui est le principal réseau social professionnel, où là, il y a matière à veiller au grain dans la rédaction des posts, jusqu'à, puisque tu en parlais, y compris les photos qui sont celles de celles et ceux qui se présentent sur LinkedIn. D'ailleurs, je crois oui. que tu vas jusqu'à également les accompagner dans leur image publique et donc dans la photo qui va être la leur, officielle. Oui, on voit que tu connais bien ton, ton domaine. Oui, effectivement, comme j'aime beaucoup la photo, les portraits, bon, ça c'est personnel, j'aime beaucoup ça. Et avec mon expertise sur le non-verbal, la photo, ben, à un moment donné, ça m'a paru normal, c'est que du non-verbal, une photo. Et donc, je vois tellement d'erreurs. euh, d'erreurs. C'est-à-dire, je vois des photos qui dévalorisent les gens en règle générale. Donc oui, pour ceux que j'accompagne en tant que conférencier, il y a un volet où on aborde leurs photos pour qu'elles soient cohérentes avec leur thème et leur statut de conférencier. Parce qu'il y a des photos qui parfois peuvent faire penser à une personnalité qui ne serait pas peut-être avenante ou sur scène. Enfin, voilà, ça dépend, quoi. Ou qui n'inspirerait pas confiance. Donc, nous avons vu qu'il y a une dimension marketing, qu'il y a une dimension image publique, qu'il y a une dimension presque journalistique. Il faut savoir angler un thème pour le Mm. rendre appétant pour les entreprises. S'il y a des personnes qui hésitent au vu de ton expérience comme conférencière, puis comme celle qui en accompagne d'autres, c'est quoi le conseil ou la phrase que tu pourrais leur dire? Je crois qu'on peut tous partager une expérience sur scène qui soit profitable pour les autres et profitable pour les entreprises. Euh, mais il faut savoir que ça ne s'improvise pas, que la conférence en elle-même, elle doit être bien écrite et que ça, bah, c'est un vrai boulot, un vrai, vrai boulot, qu'il ne faut pas, si on se fait accompagner, se faire accompagner par n'importe qui, parce qu'il y a très peu de personnes sur le marché qui sont de vrais conférenciers. Je te parle de l'écriture d'une conférence, de la construction d'une conférence. Je te parle pas de la prise de parole en public, tu vois. Et donc, je conseillerais aux gens déjà de vérifier que les personnes sont de véritables conférenciers, que ce ne sont pas des bureaux de speakers ou que ce ne sont pas des personnes qui font du storytelling mais qui n'ont jamais été eux-mêmes conférenciers. Merci beaucoup de nous avoir parlé à la fois de ton métier de conférencière et puis de l'accompagnement que tu proposes pour celles et ceux qui voudraient franchir le pas, mais qui n'ont peut-être pas en tête tous les éléments auxquels il faut penser, au-delà du texte, à d'abord rédiger pour ensuite le raconter, le dire devant un public. Merci Daniel.
À bientôt, Olga. Ainsi se termine cet entretien avec Olga Siesko, conférencière spécialiste du langage corporel et vous l'avez entendu, également accompagnatrice de conférenciers débutants. Pour en savoir plus sur son offre de conférences et de formation, une seule adresse, olgasiesko.fr. Quant à moi, si vous voulez découvrir mon offre de coaching en prise de parole en public et dans les médias, vous pouvez cliquer sur laboîteauximages.com.